Apéro spécial Mavs. Et alors, le Texas en feu. Barbecue, bam, saucisse, ribs. Voilà, c'est ça. Petit rodéo pour digérer. Ouais, On impeccable. s'installe tranquillou. Comment ça va, Alex? Écoute, impeccable. J'ai pas eu le temps de mettre mes tiags, mais je suis Non. prêt à parler Texas quand même. Eh bien, sors tes meilleures chevrotines parce qu'on va dans le Texas pour aller fumer les gens qui marcheraient dans ton saloon. Nous sommes à Dallas pour cet apéro spécial Mavericks. Installez-vous tranquillou, on espère que ça va bien, que vous avez pu déjà vous rigoler et vous régaler avec le top 10 all-time de ce lundi midi. On a été sur du bac courte. Ouais, On s'est calme. on s'est bien Tranquille. amusé. Et donc on s'est dit quand même, on en discutait ce week-end, Alex, qu'on a plein évidemment de sujets à devoir discuter. Et parfois c'est un petit peu des grandes piscines où on parle de plein de choses qu'on a hâte dessus sur la fin de saison et de telles équipes et de telles franchises et des playoffs. Mais ce qu'on aime bien aussi, et vous le savez sur cette chaîne, c'est de faire des focus sur certaines équipes. Voilà, il y a pas mal de petits focus à faire. On en aura plusieurs. Là, on a de quoi faire pour les prochaines semaines. Moi, j'ai une petite liste de focus. Et de focus. Ouais. Et là, le focus des Mavs, on va pas se mentir, il y a pas mal de positifs à raconter. Bien sûr. Je pense qu'on aura aussi quelques focus moins positifs à faire. Tu crois qu'on aura un peu moins? Ouais. Normalement, sur certains gros marchés, côte Est ou côte Ouest, à voir. Part et d'autre, on peut toujours s'amuser à la tête des gens. Mais donc aujourd'hui, on voulait faire un focus spécial sur nos amis les Mavs parce que celles et ceux qui étaient en direct ce dimanche soir pour voir non seulement le retrait du maillot de KG, mais aussi le match entre les Celtics et les Mavs, c'était deux des équipes les plus en forme de début 2022 qui s'affrontaient au TD Garden. Une belle victoire, mon cher Alex, avec une découverte. Dis-moi. Si tu shootes, high five. Ah, non, moi je connaissais la règle. Et d'ailleurs, hier, j'ai discuté sur Twitter. J'ai raté le début du Sixers Magic à cause de ça, parce que j'ai discuté un peu sur Twitter avec des gens. Donc, moi, je connaissais la règle, j'en avais déjà entendu parler. J'avais même déjà vu, dans certains cas, des no-call. C'est les Sixers, notamment avec Robert Covington. Il y avait eu il y a quelques. Ouais, voilà, arguant du high five. Là, juste pour l'anecdote, je n'étais pas d'accord avec hier soir. Je trouve que le geste de Smart n'était pas fini. Et que pour moi, tant que le poignet est pas cassé et que le bras est pas tendu, il n'y a pas d'histoire de high five, il y a faute s'il y a contact. Mais bon, après, c'est de l'interprétation de règles. Le texte de la NBA est même pas si clair, puisque ça parle de release, mais... Donc release, c'est quoi? C'est à partir du moment où tu as lâché le ballon, mais À partir du moment où le ballon a quitté tes mains, c'est ça la règle. Vous pouvez retrouver notamment les éléments sur le site de la NBA. À partir du moment où le ballon a lâché tes mains, eh bien, il faut savoir si on est sur une vraie faute ou si c'est juste vos mains qui s'entrelacent soudainement sur un fin de jump shot. Bon, moi je t'avoue que pareil, même si je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose, il y avait faute, mais il n'empêche que Boston aurait dû s'en sortir et que c'est Dallas qui s'en sort. Voilà, Dallas, ça leur a permis de gagner de 3 points à Boston, chose que pas beaucoup de gens ont fait en 2022, puisque les Celtics ont juste la meilleure défense depuis le début de l'année 2022 de toute la ligue, et ils sont assez relous, assez étouffants, pas faciles à manier, notamment à domicile. Bien Donc sûr. non, c'est de la grosse victoire de la part des Mavs, ils ont été très solides, comme ils le sont depuis un petit moment maintenant, je pense qu'on va oui. quand même en parler. Ben, Mais ouais, voilà. Belle victoire un dimanche soir, on aime bien ça en plus aux heures européennes et on rappellera évidemment de ne pas jouer en international lorsqu'il y a des maillots retirés à Boston parce que sinon ça se traduit en défaite. Du côté justement de Dallas, comme tu viens de le souligner, cette victoire, c'est un point d'exclamation aussi, non pas que c'est une fin de saison, mais c'est un point d'exclamation sur cette extraordinaire année 2022 qui démarre très très fort pour les Mavs. Plein de choses à devoir discuter, notamment ce qui s'est passé sur le terrain et en dehors. La trade deadline, on l'a vécu ensemble. Alex, je te propose qu'on remette un petit peu comme d'hab le contexte en place. Au moment où on fête le 31 décembre à Dallas, c'est pas la gigateuf entre la santé de Lucas et les résultats des Mavs qui sont, pour celles et ceux qui ne le savent pas, étaient en négatif au moment où on a démarré la nouvelle année. Ouais, Jason Kidd, on sent qu'il essaie de mettre des choses en place, mais on sent aussi que ça tâtonne. Donc les Mavs sont à 17 victoires, 18 défaites au moment de fêter le nouvel an. C'est pas top, hein. Et là maintenant ils sont en 42-26. Exactement. 42-26, ouais. Et ils Ce qui sont nous fait, 5e et ils sont bien en place, ce qui nous fait un 25-8. Oh, 25 victoires en 33 matchs depuis que l'année 2022 a ouvert ses portes. Attention. Pas mal. Ah bah c'est ce qu'on appelle Sérieux. une équipe de salopards.
Et si les Celtics ont la meilleure défense depuis le début de l'année 2022, la deuxième meilleure défense depuis le début de l'année 2022 est celle des Mavs. Complètement. Et voilà. Ça s'est vu d'ailleurs ce dimanche soir. On n'était pas sur une masterclass offensive. On avait deux exceptionnelles défenses qui se sont affrontées. Alors c'est un autre type de jeu. C'était un autre type de basket. On n'était pas sur du 120 à 118. Mais qu'est-ce que ça défendait bien des deux côtés. Et Dallas en est bien sorti d'ailleurs là-dessus. Ça switch, ça double team Luka Doncic pour lui faire lâcher le ballon. De l'autre côté, ça double team Jason Tatum pour lui faire lâcher le ballon. Ça a choisi les mecs qui vont avoir les shoots à 3 points et tout. C'était une belle petite partie d'échecs entre les deux coachs et les deux groupes de joueurs. Totalement, avec Jason Kidd donc à la tête de ce groupe-là. Évidemment, on sera amené à reparler, je n'ai plus son nom, de l'assistana de Jason Kidd, Sean Sweeney ou quelque chose comme ça, qui avait pris d'ailleurs le relais de Jason Kidd lorsqu'il était en Covid, si je ne dis pas de bêtises. Alex, je pense que c'est ça un des premiers points dont on peut parler parce que c'est ce qui transpire de cette équipe de Dallas depuis plusieurs semaines avec cette montée en température. C'est que, à la grande différence d'il y a quelques mois, Rick Carlisle, on ne sait pas trop comment utiliser Porzingis, quelles sont les ententes avec Luka Doncic. On a un sentiment clair, c'est que Jason Kidd fait du très bon taf à Dallas et que le groupe adhère totalement à son discours. Le groupe adhère totalement à son discours. Le groupe, on va en parler, j'imagine, dans cet apéro, a quand même été un tout petit poil remodelé au moment de la deadline. Oui, on va y venir, tout à fait. C'est pas anodin. Jason Kidd, qui avait dit qu'il voulait plus de discipline, plus de défense et développer des rotations qui permettent à Luka Doncic de se reposer sans que forcément les Mavs se fassent défoncer sur le terrain. On peut dire que tout ça sont des objectifs qu'il est en train d'atteindre. Puisque niveau défensif, on vient de le dire, ça fonctionne bien. Ne serait-ce qu'en Jalen Brunson et maintenant en Dinwiddie en plus, tu as deux porteurs de balles créateurs qui peuvent jouer à côté ou à la place de Luka Doncic et donc qui peut se reposer. Ce qui est vachement intéressant sans forcément que le rythme ou la productivité des Mavs soit forcément trop atténuée, quoi. Complètement. Brunson, dont évidemment on va reparler parce qu'il y a plein d'affaires entre ce dont on parlait à la trade deadline et cet été. Alex, quand on parlait de Jalen Brunson, on était habitué à l'étiqueter 6e homme. Ça a été le cas au début de saison et puis après, on s'est rendu compte aussi avec Jason Kidd à Dallas que ça servait à rien forcément de l'avoir en sortie de banc. On pouvait aussi l'avoir directement aux côtés de Luka et en fait, comme tu le dis, au moment où Luka se repose, eh bien on l'a, le lead créateur. Jalen Brunson, c'est 16 points et 5 passes de moyenne avec toujours d'aussi bons pourcentages, 50% au tir, 38% à 3 points, c'est la propreté de Jalen Brunson. Ça fait du bien aussi quand même. Parce il perd très peu de ballons. Mais oui, il perd très peu de ballons, donc du coup, on se disait, tiens, il y a toujours ce besoin de playmaking aux côtés de Luka, mais c'est vrai que Jason Kidd a trouvé un alliage assez bon avec ces deux playmakers, et pourtant, quand on regarde un petit peu le fil de la saison, comme tu le dis, il y avait quelques interrogations en amont de la trade deadline. On se disait, tiens, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'ils vont pouvoir faire des mouvements ? On a la blessure de Tim Hardaway Jr. C'est un sacré absence, ça, Tim Hardaway Jr. qui a été blessé. Et donc, on se ramène à la trade deadline. Et alors là, on l'a vécu ensemble. On avait plein de micro-bruits qui disaient plutôt, on touche à rien et on va croire en ce groupe et aller jusqu'au playoff. Et bam, Porzingis. On se rappelle de notre surprise commune au moment de l'annonce. Mais notre surprise n'était pas forcément de voir Dinwiddie être happé par les Mavs, parce que ça faisait un moment qu'ils disaient qu'ils voulaient d'autres porteurs de balles et tout. Ça, c'est La sûr. Surprise, c'était plus de voir que ça n'a pas hésité 10 secondes à envoyer Porzingis en échange, quoi. C'est ça, la surprise. Ça, c'était assez hallucinant. Ouais. Et c'est une surprise qui en dit long sur la volonté du nouveau management et de Jason Kidd et même peut-être de Luka Doncic, parce que ça m'étonnerait qu'il n'ait pas été un minimum consulté. On sait que les stars sont consultés dans ce genre de gros trade. Ça en dit long sur le projet et la façon dont ils veulent le mener, ce projet. C'est-à-dire que ça voulait du porteur de balle, ça veut une équipe soudée autour de Luka Doncic et de ses lieutenants créateurs offensifs, j'appellerais ça Jalen Brunson et maintenant Dinwiddie, on va dire ça comme ça. Et donc dans cette optique-là, ça n'a pas hésité à balourder Kristaps Porzingis, son contrat qui évidemment est pas terrible, sa fragilité physique, et aussi le côté là, dans tout ce que Kidd met en place, il y a très souvent qu'un seul vrai intérieur sur le terrain. C'est vrai,
Kleber ou du Dwight Powell. Ouais, hein. bien sûr. Et du coup, en fait, tu sentais bien que Porzingis en seul intérieur, c'était pas un truc qui l'excitait, ça. Tu vois, genre, tu sentais que... ouais, pas trop ça Cam bof, Jason, ouais. non. Et que du coup, avec l'avènement de Jalen Brunson, qui du coup, ça te donne envie de le mettre à côté de Doncic, t'as besoin de Dorian Finney-Smith sur le terrain. T'en as besoin, on le sait. T'as eu des choix à faire, et en fait, concrètement, moi, je suis presque sûr que... genre, quand côté Mavs, quand ça a commencé à se dire, ok, les Wizards sont peut-être intéressés par Porzingis, je pense que t'avais déjà le go de Doncic, le go de Kidd, le go de tout le monde à Dallas. Hein. Bien sûr. Allez-y, balance le laiton. Bien sûr, et surtout si c'est pour récupérer un autre laiton, ça on y reviendra aussi. Mais c'est vrai que Nico Harrison, qui venait de débarquer à Dallas, on savait qu'il voulait, et il a pour mission vraiment de créer une équipe de champions, de contenders autour de Luka. Et dans la continuité de ce que tu dis, il y a le sentiment d'avoir fait une espèce d'addition par soustraction, c'est-à-dire tu te retires en fait le problème Porzingis. Et en soi, c'est pas de dire qu'il a été pas bon ou qu'il représentait un souci, parce qu'il a eu des performances qui étaient assez bonnes, mais sa présence représentait un casse-tête. C'était soit un casse-tête qui était potentiellement relationnel, on l'a vu en sortie de dernier playoff, ou c'était un casse-tête au niveau des match-ups, et on l'avait vu certains soirs. Donc du coup, quand tu te sépares d'un joueur comme ça, après tu te démerdes avec Dwight Powell et Maxi Kleber notamment, mais c'est vrai que de ne plus avoir Porzingis, du coup ça t'empêche les updates de est-ce qu'il joue ce soir ? Non, il est encore blessé. Comment vont être gérées les rotations ? Bon, on sait pas qui va passer devant ou derrière. Et c'est vrai que ça apporte une espèce de bulle d'air à ces Mavs qui en plus, non seulement n'ont pas tant perdu que ça offensivement et défensivement, mais en plus ont l'air d'avoir un groupe qui est plus soudé que jamais, quoi. Défensivement, ils n'y ont pas perdu. Hein. C'est clair et net. Hein. Ouais. Et offensivement, quand tu vois comment Jason Kidd a abordé ne serait-ce que le match de la nuit dernière, donc comment ces Mavs se sont pointés à Boston, où quand même, le mec titularise Luka Doncic avec Brunson et Dinwiddie. Hein. Titulaire les trois. Hein. Quand même. Donc il met ses trois meilleurs porteurs de balles, il sait qu'après il va les faire tourner au cours du match, mais il met Brunson, Dinwiddie et Doncic, et il met Finney-Smith et Dwight Powell, si je dis pas de bêtises. Je crois que Kleber sort du banc, je crois. Je sais plus. Ça doit être de la sortie de banc comme la plupart des matchs de Maxi. Ouais. Voilà. Et il nous fait sortir du banc, grosso modo, qui a eu du temps de jeu en sortie de banc côté Mavs hier, comme un match de play-off. Kleber, parce qu'il faut bien faire une rotation intérieure. Bien sûr. Josh Green, parce que ce petit jeune, il faut qu'on en parle. Il comprend bien comment ça se passe le basket. Ouais, c'est bien. Ah ouais, moi j'aime bien Josh Green. Bien sûr. Franchement, il y a une bonne base à développer. Ouais. Ouais, et puis je te trouve très intelligent. Ses déplacements sans ballon, c'est que du bonheur. Il y a de l'intelligence défensive et offensive. Alors après, techniquement, il y a des trucs à peaufiner. Et puis, il y a encore du boulot. C'est un jeune joueur et tout, mais j'aime beaucoup. Il se coule bien dans le moule, 2, 3. Enfin, franchement, ces derniers temps, là, à chaque fois que je regarde Dallas, à chaque fois que Josh Green y rentre, je fais ouais. Il se passe un truc positif. Ok, il est positionné. Il coupe backdoor, c'est bien, c'est au bon moment. Plein de petites choses comme ça qui font que voilà. Et après, il a utilisé quoi hier ? Il a utilisé Trey Burke dans sa rotation. Il y a du Trey Burke, ouais, parfois. Parce qu'il n'a pas Tim Hardaway Jr. Parce que sinon, je pense que ce rôle de pétard ambulant là serait refilé à Tim Hardaway Jr. un peu streaky là, tu vois. Ouais, bien sûr. Et puis même Tim Hardaway serait entre soit titulaire, soit remplaçant. Mais c'est vrai que c'est le côté. Tu pourrais imaginer que Tim Hardaway soit titulaire et que par exemple Dinwiddie ou Brunson sortent du banc. Ouais. Tu peux imaginer. Donc ils ont quand même des options assez intéressantes. Ils n'ont pas hésité à bazarder Porzingis. Ils défendent bien, hein. Ils défendent intelligemment. Hein. Ça défend vachement bien Dallas, c'est le plus gros phénomène du côté de Dallas cette saison. On n'a pas mentionné, parce qu'il était absent hier soir, Reggie Bullock, qui habituellement quand il est là est vraiment un pilier, parce que soit il a été en starter, soit en sortie de banc. Il a retrouvé d'ailleurs son shoot, lui aussi ça fait partie, retrouver son shoot de la bonne forme des Mavs, parce que c'était pari un peu. Lui et Finney-Smith. Hein, on l'avait vu du côté de New York, et on sentait que Dorian Finney-Smith et Reggie Bullock allaient proposer quelque chose de très solide, non pas de superstar, hein. On est vraiment là en mode tueur à gage, couteau entre les dents, on est là pour faire le sale boulot. On verra en effet comment Dorian Finney-Smith et Reggie Bullock sont responsabilisés par la suite, mais défensivement, c'est le terme, t'as raison, il faut qu'on en parle. Défensivement, Dallas a décidé d'avoir un jeu collectif défensivement assez agressif et qui notamment permet à Dorian Finney-Smith d'être je trouve en position majeure et leader au niveau défensif. On l'a vu se farcir des missions. Moi, je le trouve vraiment pas assez médiatisé et mis en avant sur cette saison, parce que
Enfin, je veux dire, on peut débattre autant qu'on veut. L'espèce de patron, si on veut, défensif, en tout cas de cette excellente défense à Dallas, c'est Dorian Finney-Smith. Cette saison, il fait un truc, il fait un boulot de zinzin. Parfois, c'est lui le cœur de la défense. Complètement. Parfois, ça a été Reggie Bullock. Et statistiquement, là où ça se retrouve, c'est que j'avais fait quelques comparos là, avec l'histoire des Mavs. Ils ont la 5e défense la plus efficace de toute la NBA cette saison. C'est le meilleur rating de l'histoire de la franchise à égalité avec la saison 2007. Pas mal. C'est même énorme. Enfin, je veux dire, leur saison 2007, c'est celle où ils font 67 victoires. Bon, malheureusement, tu sais comment ça se passe au premier tour. Hein. Malheureusement, comme moi, tu le sais, ça a rencontré les Warriors et ça a fini dans un sandwich Don Nelson, comme on dit. L'année de leur titre, ils sont 8e meilleure défense, je crois, ou entre 8 et 10e meilleure défense. Dallas top 5 défense, c'est pas, Alex, dans leurs habitudes. On a toujours étiqueté les Mavs comme une zinguerie offensive, et puis on verra après pour la défense, quoi. Non, mais d'ailleurs, cette équipe des Mavs, cette année, n'est pas forcément dans la tradition Mavs, là, comme tu viens de dire, parce que non seulement elle a une pure défense, là, mais en plus, elle n'a pas une attaque si terrible que ça en termes de ratings. T'as une attaque un peu moins bien que l'average, enfin un peu moins bien. T'es pas dans le top 15. T'es genre, je sais plus moi. T'en bouge pas. Je l'avais sorti. Les Mavs, ils sont 18e. Sur la saison, t'es 18e. Et je crois que depuis le début de l'année 2022, t'es 18e à peu près aussi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, même dans leur pourcentage, alors que c'est une équipe qui est habituellement bombardée à 3 points avec efficacité, ils sont dans les 10 pires équipes en pourcentage cette saison. Je veux dire, on est, comme tu le disais là, c'est l'inverse des Mavs qu'on connaît depuis des décennies, quoi. Tout à fait, et ça tient aussi du personnel qui est à la disposition de Jason Kidd, où en fait, Brunson est un vrai shooter efficace. Pas de problème, Brunson, des bons pourcentages. Dinwiddie, bof. Bon, après, il n'est pas là depuis si longtemps. Finney-Smith, ça peut dépendre, tu vois, et je dis pas qu'il n'est pas capable. Pure saison. Comment? Non, oui, justement. Là, depuis qu'il est arrivé, ça va. Non, mais en fait, il fait une pure saison, enfin, il fait une très bonne saison, je sais plus, il est à 38, 39% ou un truc comme ça, depuis le début de la saison, c'est vraiment bien. Dinwiddie, depuis qu'il est arrivé, il rentre grave ses 3 points, c'est pas ce que je dis et tout, mais en fait, le mec qui prend le plus de 3 points de cette équipe, c'est Luka Doncic, et lui, il est même pas à 35% par match, voilà. Hardaway Jr., avant qu'il se blesse, c'était affreux. Les pourcentages de réussite de Hardaway Jr. Avant qu'il se blesse sur son début de saison. Les pourcentages de réussite de Porzingis, c'était affreux également. Je pense que c'est aussi un des paramètres qui a fait que les mecs ont fait vas-y, enchaîne. Voilà. Tu vois, Reggie Bullock qui prend 5 ou 6 3 points par match, 34-35%. Même chose pour, comment il s'appelle, Maxi Kleber. Maxi Kleber, 34-35% depuis le début de saison, à 3 points. Donc, en fait, Finney-Smith fait une très bonne saison à 3 points. Brunson est propre et tu as Dinwiddie depuis son arrivée qui rentre bien les 3 points. Mais sinon, dans son ensemble, non, c'est pas top. Dallas n'a peut-être pas autant de si bons shooters que ça. Par contre, il y a plein de mecs capables. Parce que des mecs à 34-35%, c'est des mecs que tu es quand même bien obligé de respecter. C'est pour ça que tu dois monter sur Bullock, même s'il a 35%, et même d'identité. Et sur Maxi Kleber aussi. Et sur Luka, et sur tous ces garçons, il y a un moment où il faut y aller, et quand ça rentre, ça rentre. Juste pour Spencer Dinwiddie, évidemment, s'il y a les fans des Wizards qui tombent sur l'apéro, on n'est pas en train de dire qu'il fait une bête de saison, Spencer Dinwiddie, parce que je pense que... N'empêche que depuis qu'il est à Dallas, c'est en fait, pas mal. Hein. Tout à fait, c'est juste ça, c'est depuis qu'il est arrivé à Dallas, c'est bien, il y a des coups de chaud et des coups de froid, mais c'est vraiment très très bien là, depuis qu'il a rejoint l'équipe. Je dis ça parce que les fans de Washington, à mon avis, tu leur dis Dinwiddie fait une super saison, ils vont dire quoi? On arrive au Capitole. Mais depuis qu'il est à Dallas, clairement, à Washington, ça ne marchait pas. Et d'ailleurs, on peut aussi se poser des questions sur la gueule du vestiaire de Washington. Oui, bien sûr. Mais ça fera peut-être partie d'un autre focus. Non, c'est sûr. Mais il y a eu ce choix, en tout cas, la trade deadline qui s'est traduit. On le disait là à l'instant que sur l'année 2022, ils sont donc à combien on a dit 25 victoires en 33 matchs, un truc comme ça, 25. Ouais, c'est ça, 25-8. Ouais. Et donc, au moment où on parle, parce que vous savez qu'on aime bien dire cette phrase, au moment où on parle, je vous montre ça tout de suite sur le tableau, nos amis de Dallas, Alex, ils sont 5e de la conférence Ouest. Ils viennent de se rapprocher un peu plus du rétroviseur de Utah. Vous voyez Utah 4e, 42 victoires, 25 défaites. Dallas, 42 victoires, 26 défaites. Petit écart, mais ça se surveille avec Denver qui est en 6e place, parce que tout ça est très resserré. Est-ce que c'est réaliste de pouvoir dire, après ce qu'on a vécu en décembre à Dallas, que les Mavericks pourraient avoir l'avantage du terrain au premier tour des playoffs? Bah oui, là, vu la dynamique dans laquelle ils sont, c'est tout à fait réaliste d'en parler. C'est dingue quand même.
Bah, c'est dingue, mais c'est ça une dynamique. Ouais. Comme les Celtics à l'Est, hein, qui sont en train de, même s'ils ont perdu hier soir, Ils font une remontada, bien sûr. Ils sont sur de la remontada. Pareil, ils sont 5e dans le slip des Bulls et ils aimeraient remonter. Ouais, bien sûr. Ouais. Ah ouais, puis vu comment c'est encore plus serré en haut à l'Est, ils peuvent même espérer aller encore plus haut, limite, les Celtics que 4e. Tout à fait. Alors que les Mavs, aller au-delà de la 4e place, non. est-ce que... Golden State et Memphis veillent au grain. Hein. Tu vas pas aller ouais, puis il y a quand même un petit gap un peu supérieur, mais c'est encore loin d'être fini mathématiquement, cette affaire. Hein. Non, c'est sûr. Mais c'est vrai que il y a un plateau peut-être à passer, mais en tout cas, oui, l'avantage du terrain, oui, ils peuvent l'avoir, bien sûr, ils sont tout prêts. Ils sont mathématiquement, ils peuvent grave l'avoir. Il reste 15-16 matchs. Il y a largement de quoi gratter un match d'écart en fait en 15 matchs. Enfin, tu vois, genre, pour peu que le Jazz, c'est pas ce que leur souhaite, hein, je touche du bois, mais qu'il y ait une petite série de 2 ou 3 défaites, bah, tu peux avoir les Mavs qui te passent devant. Notamment récemment, il y a eu un Utah-Dallas qui a été remporté par les Mavs. Toute la question, l'autre question que j'ai envie de te poser du coup, c'est que par rapport à ce Jazz qui a produit de l'excellent basketball également cette saison, même si là il y a une période un peu cracra, plus mitigée on va dire, mais il y a quand même eu de l'excellent basketball de produit au Jazz cette saison. Là t'es le Jazz, tu vois Dallas, avantage du terrain ou pas, hein, tu vois Dallas avec Luka Doncic encadré de 2 lieutenants, j'appellerais pas ça des vrais numéros 2, mais des playmakers, des lieutenants créateurs, porteurs de balles sur les lignes arrière, de toute une ribambelle de role-players prêts à crever pour leurs leaders slovènes, les Dorian Finney-Smith, les Reggie Bullock, les Maxi Kleber, les Dwight Powell, les Sterling Brown, tu vois tous ces gars-là. Plus quelques mecs un peu streaky là que tu peux pas vraiment prévoir. Ça se trouve, Davis Bertans, il va faire un match à 6 sur 8 à 3 points en playoff. Ça se trouve, Tim Hardaway Jr., il est capable de faire un match à 23 points. Tu vois ce que je veux dire ? S'il revient en forme, ouais, tout à fait. Ouais, s'il revient, mais tu vois, c'est les mecs streaky un peu avec du talent capable de mettre des paniers normalement. Bien plus 2-3 jeunes comme ça, Josh Green ou des gars comme ça. Putain, t'es le Jazz, tu vois ça arriver, tu fais bon... c'est pas une bonne nouvelle, hein, du tout. Hein. Non, avec une dynamique pareille et une bonne défense comme ça, là. Wow. Non, bien sûr, la question que tu voulais poser, c'était quoi, justement ? La question que je voulais poser, c'est est-ce que Dallas, là je prenais l'exemple du Jazz, mais est-ce que Dallas, d'après toi, a le niveau pour venir sur cette très belle dynamique, débarquer en play-off avec sa grosse défense et regarder droit dans les yeux le Jazz, les Grizzlies, les Warriors, les Suns, quoi, tu vois, genre allons-y, quoi. Est-ce qu'ils ont pas souvent le meilleur joueur de la série déjà, tu vois, genre tous ces genres de trucs, quoi. Sur la phrase en elle-même que tu viens de poser et la question, je pense qu'il y a un podium. C'est par oui ou pardon, il faut répondre par oui. Grave. Non mais en plus je vais répondre très clairement, c'est non. C'est-à-dire qu'il y a, je pense qu'il y a deux ranges. Phoenix, Memphis et Golden State me semblent être non seulement des équipes avec des stars, mais un système et de la profondeur et une continuité, quelque part. Donc on sait comment ça se passe de part et d'autre, même si certains vont me dire que Memphis, c'est tout nouveau. Il y a quand même des garçons qui sont là depuis quelques temps, donc tu sens que le groupe vit bien et que depuis le début de saison, c'est très très fort. Donc ça n'a pas vraiment ralenti. Je mets ce groupe-là à l'écart. Utah n'a pas été plus convaincant que ça, nous rappelle régulièrement que lorsqu'ils sont en forme et ensemble et qu'il n'y a pas de problème, ça se passe très bien, mais avec des si, on défonce des forêts. Avec des si, comme l'a très bien dit Anthony Davis, les Lakers auraient battu les Suns au premier tour de playoff l'année dernière. Lui, il regardera les playoffs à la télé, ce sera bien fait pour sa gueule. Ou pas d'ailleurs, j'espère qu'il y aura un Lakers Suns, et comme ça on aura l'occasion de régler ça. Ouais, exactement. Non, je pense que si tu es Utah, t'as pas envie de te farcir ce groupe-là. Personne ne va vouloir se farcir cette équipe-là, d'autant plus que y a un sentiment qui me semble assez puissant là du côté de Dallas et qui a été répété depuis des mois, c'est que les Mavs de Luka ont été 2 fois en play-off, ont affronté 2 fois les Clippers de Kawhi et de Paul George, et qu'il aura quand même fallu que Kawhi nous fasse une dinguerie monumentale lors des derniers play-offs pour sauver les fesses des Clippers, sinon Luka et les Mavs auraient passé le premier tour. Tout à fait. Et donc, du coup, je pense que ce groupe actuel est sur une excellente dynamique, défend bien à une superstar dont on va parler, parce que pour le moment, on a beaucoup parlé des Mavs et pas trop de Luka Doncic, qui prouve aussi à quel point ce groupe fonctionne bien. Je pense qu'ils font partie des équipes que tu n'as absolument pas envie de te farcir au premier tour, parce qu'en effet, tu as le sentiment que du coach à la superstar au lieutenant, tout le monde est sur le même équilibre. Et que s'il faut jouer tout terrain ou demi-terrain, ou lentement ou rapidement, ils vont trouver un moyen d'eux. Mais là où j'ai mes réserves,
personnellement, Vas-y. c'est que en termes de profondeur pure, c'est-à-dire que j'ai vraiment un sentiment qui n'a pas bougé malgré la petite addition de Spencer Dinwiddie, mais que derrière Luka et Jalen Brunson, ce sont des coups de poker. Un petit peu plus de coups de poker du côté de Dallas que dans d'autres franchises qui sont au-dessus. D'accord, ok. Je trouve, Ok. je ferais plus. Pas moi. Hein. Mais très bien. Mais par exemple, si on faisait une série Utah-Dallas, j'aurais un tout petit peu plus de confiance dans la profondeur, juste dans la profondeur. Je parle pas de la série, bien sûr. Tu trouves ? C'est bien quoi les sûr. créateurs derrière Donovan Mitchell et Mike Conley, Conley, alors Jordan Clarkson et Bojan Bogdanovic, je pense que c'est possible. Tu peux tout à fait avoir des joueurs un peu plus expérimentés qui ont été plus longtemps ensemble et qui donc ont connu ça. À côté, Dallas, je trouve que c'est fort, c'est solide, mais je trouve qu'il y a un peu moins ce sentiment de domination collective. C'est-à-dire que, comme tu le disais, le meilleur joueur d'une série comme ça, c'est pas Donovan Mitchell, c'est pas Rudy Gobert. C'est Luka Doncic. Donc tu as la superstar qui est capable de faire une LeBron 2007, où si ça se trouve, Luka il s'énerve contre tout le monde, il dit allez vous faire foutre, j'ai des défenseurs autour de moi, et je vais faire des upsets. C'est possible. Je suis pas en train de dire que Utah va défoncer Dallas. Je dis, ce scénario est possible, mais en l'état, si Utah est à 100% contre Dallas, je prendrais le Jazz, ouais. D'accord, ok. C'est marrant. Très bien, très bien. Moi, je trouve que la défense et l'équilibre proposé par la rotation à 8-9 des Mavs est tout à fait emmerdant pour n'importe quel style d'équipe en playoff. Vraiment. Je dis pas le contraire. Genre fort, tout à fait emmerdant. Genre ultra fort. Ouais, bien ultra sûr. fort. Mais donc, c'est pour ça que vu que tu me poses la question, je te renvoie. Toi, s'il y avait une au complet 100%, Utah-Dallas, tu piquerais Dallas. Moi, si tu me dis par exemple que les Suns potentiellement vont finir premier de conf, d'accord ? Potentiellement, peut finir premier de conf les Suns. Oui. D'accord ? Bon, c'est parti. Et que donc ça passerait le premier tour de playoff parce qu'on va dire quand même que les Suns, même si c'est les Lakers d'Anthony Davis vénère, sont potentiellement capables de passer quand même ce premier tour, d'accord ? Qu'ils arrivent en demi de conf, je préfère jouer le Jazz que les Mavs. Tous les jours. Très bien. Tous les jours. Je suis pas d'accord, mais pour une raison simple, c'est que je trouve qu'en fait, ces Mavs, ils ont un truc mental. Ils ont un truc à eux, un truc ça, de groupe, un truc méchant. Bah oui, mais en playoff, ça compte, quoi. Bien sûr, mais de rotation à 8-9 qui me paraît supérieur au Jazz. Bien sûr, mais quand tu me dis que tu préfères, là, si t'es les Suns, jouer le Jazz ou les Mavs, le Jazz, pardon, ou les Mavs, j'entends bien la logique. Juste, sur une série là en 7, tu prendrais le Jazz ou les Mavs. Ah, les Mavs, ouais, c'est ce que je te dis, ouais. Je pense que les Mavs sont sur un premier tour, le Dallas passerait Utah. Ouais. On est bien parti. Mi-mars, hein. On est mi-mars, hein, donc on en reparlera dans un mois si cette série a lieu. Parce que elle n'est pas encore tout à fait actée, tu vois, tu peux avoir les Nuggets qui viennent se glisser là-dedans. Bien sûr. Tu peux avoir par exemple un Grizzlies Mavs aussi. Ah un oui, 3-6. Bien sûr. Bon, donc on verra. Et le Jazz peut se ressaisir et commencer à mettre un gros run de fin de saison et aller chercher la 3e place. Mais oui, en fait, je suis très impressionné par ce que les Mavs proposent depuis le début de l'année 2022 et surtout depuis la deadline. Moi, je suis très impressionné, je les trouve ultra relous. Moi, je ne nie pas ça. C'est simplement que entre la dynamique et les, entre guillemets, règles habituelles de play-off, sur les capacités de un et ou plusieurs joueurs à faire la différence, j'ai le sentiment que là-dessus, après c'est des questions de match-up, hein, on verra en effet comment ça se passe dans un mois. D'ailleurs, quelque part, quelle serait la meilleure match-up pour les Mavs au premier tour ? Je crois que ça a été discuté un petit peu sur les réseaux. T'es Dallas, tu préfères jouer qui ? Utah, Memphis, Golden State ou Phoenix au premier tour ? Parce que tu vas pas te taper Denver, hein. Vous êtes dans la bataille 5-6, donc il faudra vraiment une dinguerie pour que ça se transforme. Je pense que tu préfères te taper Utah ou Memphis. Oui. Mais et quelque part, les résultats récents te disent Golden State, mais Golden State, j'ai l'impression quand même. Golden State. Retour de Draymond et tout. Retour de Draymond, on en reparle. C'est compliqué. Sans Draymond, oui. Draymond, oui. Maintenant, il y a un point que tu mentionnais tout à l'heure, il faut quand même qu'on en parle parce que c'est. Tu fais pas un apéro de Dallas sans parler de Luka qui est en train de monter dans une température un point slovène, un problème slovène, comme on dit dans le jargon. Début de saison, pas en rythme, gros été. Merci Nico Batum pour le contre. On a vu ce qui s'était passé. Il n'était pas trop en forme. Il y a même eu un petit peu de critique contre Luka. On se demandait s'il était vraiment. Il n'est pas arrivé en forme physique optimale. Il n'est pas arrivé en forme physique optimale et ça a préchauffé. Et d'ailleurs, les performances de Luka n'étaient pas si bonnes que cela et donc celles des Mavs. Là, sur 2022, depuis le 1er janvier, Luka, c'est plus de 30 points. C'est quasiment 30 points, 10 rebonds et 10 passes de moyenne.
Moyenne. Et donc des Mavs qui sont extrêmement forts parce que le leader il est là et ça se voit. Il fait des dingueries, il est confiant et donc n'importe quelle salle dans laquelle tu vas, tu sens que tu es plus confiant. En l'état, puisqu'on peut pousser le truc très loin, est-ce que Dallas peut se ramener en playoff et se dire allez-y, envoyez-nous qui vous voulez au premier tour, on a le meilleur joueur, quoi qu'il arrive. Parce que là, en gros, la question c'est de savoir, Kawhi il est blessé, LeBron on ne sait pas s'il va faire les playoffs, il y a Jokic du côté de Denver, mais sinon... Il y a Jokic. Tout à fait, mais sinon, si t'es Luka Doncic, tu peux te dire, envoyez-moi Steph et Clay, en fait, individuellement, peut-être que je peux me considérer meilleur, Ja Morant, Devin Booker, Chris Paul, Donovan Mitchell. Ouais. Et ça, par contre, c'est une arme de ouf où sur 7 matchs, ça peut se transformer en dinguerie. Je suis d'accord. Oui, c'est un des scénarios qui fait que... Un des points faibles des Mavs, t'as parlé tout à l'heure des défaites aux playoffs, l'a répété 2 fois de suite au premier tour contre les Clippers. Kawhi Leonard, Paul George. Luka leur a mis des races. Luka leur a fait des séries immenses. Ah mais on attend, attend pas l'oublier, ça. On attend le Luka des playoffs, tout simplement. Il leur a fait des séries immenses. Je me rappelle, on était tous les deux, on faisait des previews, on était là il y a 2 ans. Ouais, on attend les premiers playoffs de Luka, on n'a pas été déçus. Les deuxièmes playoffs de Luka, on n'a pas été déçus non plus. Globalement, les Mavs n'ont pas passé de tour, donc collectivement, il y a de la déception en termes de résultats pour les Mavs. Mais par contre, Luka, lui, il a répondu présent, avec Kawhi Leonard et Paul George sur le slip. On se rend pas compte, c'est un délire. Et surtout, là, la grosse différence, et c'est là vraiment que je crois beaucoup à cette dynamique Mavs, c'est qu'il y a un monde dans lequel, même en play-off, quand Luka va se poser un peu le cul sur le banc, les Mavs peuvent éviter de prendre trop la sauce. Ouais, bon. Les Mavs peuvent rester dans un match parce que Brunson, parce que Dinwiddie, parce que un peu de je ne sais qui, parce que défense solide, parce que bonne base pour tenir, et que quand Luka sort, ça fait pas baisser le niveau défensif, hein, je veux pas être désagréable. Il fait des efforts, hein, Luka Doncic, il s'est amélioré, mais je veux dire, si par exemple Luka Doncic sort et que en gros tu dois avoir le Josh Green ou d'autres gars, tu fais pas baisser le niveau défensif. Donc moi, je crois que dans tous les matchs serrés, ils vont avoir un Luka Doncic bien plus frais que ce qu'ils n'ont eu par rapport aux autres playoffs la dynamique est excellente en dernières années. Ouais. Parce que l'effectif est un peu mieux construit pour justement amener Luka Doncic à être plus frais et pas avoir besoin de lui dans le deuxième quart pour éviter d'être à moins 15, quoi. Tu vois, c'est un des éléments qui a changé. C'est un sacré comment dire, facteur. Je ne pensais juste pas formuler cette phrase, mais tu vas voir, parce que celle-là, historiquement, elle est assez drôle. Je pense que les limitations offensives des Dallas Mavericks m'effraient par rapport à la concurrence. Ça, c'est vrai. Je pense vraiment. Raison. Et que je suis d'accord. Et que les Mavs, offensivement, habituellement, étaient là, genre, ouais, vas-y, on verra après pour la défense. C'était vraiment l'attaque qui était le fer de lance. Là, même si en effet, Luka, je suis parfois resté sur ma faim, c'est mieux, mais je suis parfois resté sur ma faim. Et quand on voit les attaques qui sont en face, tu peux défendre comme un sourd. Et c'est dingue, et tu prends pas un panier, mais si t'arrives même pas à mettre bucket de l'autre côté, t'es comme un con, quoi. Parce que du coup, Luka Doncic, t'arriverais pas à mettre de bucket. Non, je dis pas ça. Je dis, tu vois, il va pas jouer 48 minutes. Les séquences où en effet ça joue, ça défend bien, mais que tu galères ne serait-ce qu'à scorer, ça n'a pas été trop temps réglé. Il y a l'ajout de Dinwiddie qui est très bien, il y a des modifications qui sont faites. Je ne pensais pas dire ça, mais les vraies limites offensives des Mavs, même s'il y a du progrès, me font reculer un petit peu par rapport à d'autres équipes qui, je pense, sont dans le haut de l'Ouest et qui seront capables de mettre les runs. Je suis d'accord. Ça, j'entends. Je suis d'accord. Je suis pas en train de dire que les Mavs vont fumer tout le monde. Hein. Je dis juste qu'il y a beaucoup de séries où ils auront le meilleur joueur. Ah oui, ça c'est sûr. Beaucoup. Et que même si collectivement l'attaque est clairement moins efficace qu'elle a pu l'être ces dernières années, ils resteront un moment où, tant que Dallas reste dans les matchs grâce à son collectif, sa défense, et puis quand même un peu de mecs qui rentrent des tirs, bah en fait, t'es pas à l'abri, parce qu'en fait, il y a Luka Doncic en face. Et il y a Luka qui peut te faire... qui peut te LeBron défoncer. 2007, moi ça me fait penser. Ouais, ou le LeBron de 2017-18, là, tu sais, avec les Cavs, là, qui étaient pas forcément... tu vois, les Cavs sans Kyrie, là. Ouais, bien sûr. Tu vois, bon, ce genre de choses, donc... On sait comment fonctionne le basket à très haut niveau en play-off.
On sait que ça va se durcir, on sait que Lucas va avoir moins de calls, on sait aussi qu'il y a plus de pression sur tout un tas de joueurs. Est-ce que le Jazz va aussi bien shooter en playoff qu'en régulière? Est-ce que les Warriors, si Draymond n'est pas à 100%, est-ce que vraiment ils sont aussi forts qu'ils ne l'ont été en début de saison? Est-ce que les Grizzlies ont ne serait-ce que le même niveau d'expérience que les Mavs? Bah, c'est pas sûr en fait, tu vois, Non, les Grizzlies, ils connaissent moins bien. Les Suns, on verra l'état du pouce de Chris Paul. Il y a beaucoup d'interrogations, Ah, il y a un comme chemin, hein. d'habitude. Comme d'habitude, il y a beaucoup d'interrogations. On ne sait pas si Jamal Murray et Michael Porter Jr. vont finir par revenir là en mars et auront le rythme nécessaire en arrivant en playoff avec les Nuggets. Bon, les Lakers, on ne sait Non, pas, c'est Anthony sûr. Davis. Donc ce que je veux dire par là, c'est que finalement, les Mavs, eux, ils ont quelques bonnes certitudes. Ils ont une bonne grosse défense En et ils l'état, ont un ouais. joyau slovène. En l'état, c'est sûr. À un mois des choses sérieuses, ça se profile assez bien pour eux. Une des grosses victoires, je pense quand même, sur la saison, c'est que même si elle s'arrêtait là maintenant... Parce qu'il y a des perspectives, là on parle de play-off, de savoir si tu passes un tour, deux tours, etc. Mais je pense que c'est aussi l'occasion, comme on le fera dans les 30 prévus en 30 jours, dans quelques mois, de revenir sur la saison des Mavs. En l'état, je trouve que cette saison est un succès pour Dallas par rapport à toutes les modifications qui ont eu lieu. Parce que lorsqu'on parlait dans les 30 previews, lorsqu'il y a eu des modifications de Donnie Nelson, Don Nelson, quand il y a eu du Rick Carlisle qui a été bougé, on était en emoji what the fuck, que se passe-t-il? En fait, quelques mois plus tard, on se rend compte que non seulement les décisions de Nico Harrison, elles ont l'air d'être assez bonnes, non seulement le buy-in de tout l'effectif autour de Jason Kidd a l'air très bon. Donc, si je dis ça, c'est parce que Dallas va aussi se retrouver cet été sur un drôle de marché, qui va être celui de devoir prolonger Jalen Brunson et Dorian Finney-Smith, qui sont quand même deux ultra priorités et sur lesquels ils vont devoir acter ça direct. Je veux dire, il n'y a même pas un scénario. Non, mais attends, Finney-Smith, il est déjà prolongé, non? Excuse, pour moi, ce sont les deux. Mince, je croyais que Finney-Smith, justement, il avait signé Pour un moi, petit ce truc sont en les scred, deux. là. Pour moi, ce sont les deux. Et peut-être que tu as raison. Pour moi, ce sont les deux garçons. Non, tu as peut-être raison. Il a pris une Je vais petite vérifier, prolongation. bouge pas, Ouais, je suis en train Parce que d'aller j'étais sur vérifier. Jalen Brunson. Oui, pardon, il a pris Jalen 54 Brunson, sur 4. c'est sûr, il est agent libre. Non, Dorian Finney-Smith, t'as raison, il a pris 54 sur 4, mais genre Voilà. 10 jours après la deadline. C'était le max qu'il pouvait prendre, tout à fait. Sur Jalen C'est ça. Brunson, tout à fait. Sur Jalen Brunson, par contre, ils pourront pas se louper, parce que ça va être notamment le garçon à devoir prolonger. Jusqu'ici, le message envoyé, il est très bon, puisqu'en plus, il a été intégré dans le 5 majeur, donc ça se passe très bien pour lui. Donc, ce que je voulais dire, c'est que même si cette saison, elle se terminait avec des Mavs top 5, par exemple, et que tu te bats sur je fais le worst case scénario, hein. T'es fan des Mavs, t'as fait top 5, et tu t'es giga battu contre le Jazz, contre qui tu t'es incliné potentiellement au premier tour. Vu les modifications qui ont eu lieu en interne dans la franchise et dans l'effectif, avec la trade deadline récente, etc., tu es en marge, je trouve, de pouvoir regarder les choses positivement et ne pas avoir le même seum, entre guillemets, que ce qui a pu avoir lieu précédemment, et aussi le niveau d'incertitude qu'il y avait. Je trouve que les perspectives seraient très bonnes. Encore une fois, je souhaite aux Mavs de faire un upset au premier tour, mais ne perdons pas de vue qu'il y a 7-8 mois, on grinçait des dents en parlant des Mavs quand même. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est là où je te rejoins complètement, c'est que les playoffs, parce que a priori, la Dallas, sauf effondrement hallucinant, va aller en playoff. Oui. Et donc va avoir un premier tour à jouer. Peut-être d'autres tours derrière, on verra. Mais les playoffs vont être une sorte de révélateur, pas pour Luka Doncic. En fait, Luka Doncic, on sait qu'il a le niveau pour jouer en playoff. Pour ses lieutenants, pour les mecs autour. Brunson sera hyper attendu. Ouais, est-ce que Brunson, exactement, et je pense que Brunson, que les Mavs passent ou pas, le niveau que Brunson va être capable de proposer en playoff, là, va être déterminant pour la gueule du contrat que les Mavs vont éventuellement lui mettre sur la table. Et un mec comme, je sais pas, d'autres mecs, des Maxi Kleber, des gars comme ça, on sait que c'est des gars vaillants qui vont se battre et tout, mais à un moment donné, Maxi Kleber, je crois, il a encore une année derrière, mais tu vois, il va y avoir des questions contractuelles à se poser, des questions de construction d'équipe, de trade, de pas trade et tout. Et ce qui va se passer là pendant 4 semaines d'ici la fin de la régulière est important. Mais ce qui va être très important, c'est ce qui va se passer lors des ou les tours de playoff que Dallas aura l'occasion de jouer. Complètement. Parce que là, Brunson, il est attendu. T'imagines, Brunson, si tu joues le Jazz et que tu te fais fumer 4-1 et que Brunson, il est en 12-5, il est en 12-5, tu sais. Genre, on va tous être là, genre, ah bah ok, d'accord. Par contre, t'imagines si tu passes avec un Brunson, justement, en 16-6, comme en régulière, avec 40% à 3 points,
Ah bah tout le monde va être là, oh trop bien, Mais oui, c'est tout le lui, le lieutenant. Mais c'est tout le challenge, c'est qu'il y a eu des vrais murmures dans les coulisses des Mavs sur sortie de Jalen Brunson parce que ça a été très dur pour lui sur les derniers playoffs, et des gens qui se demandent s'il est au niveau. Moi je pense qu'il va être capable, et en effet ça va déterminer la gueule de son contrat, parce que je regardais là un petit peu il y a eu des murmures sur le côté Fred VanVleet, genre le mec peut prendre peut prendre 20 à 25 millions la saison, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on peut être sur un espèce de range. Je revoyais là, je tapais Combien gagne Dinwiddie? Terry Rozier, il a pris 57 millions sur 3 ans, l'un de ses tout premiers contrats avant qu'il rempile. 57, donc ça fait 19 la saison. Et Je trouve Dinwiddie, ça c'est net, ça, il est de 19-20 aussi, Dinwiddie. Disons que tu vois, après, t'as des Franchement, trucs c'est honnête, d'effectifs. Ouais, et puis t'as des trucs en interne aussi. C'est-à-dire que Dinwiddie est sous contrat, ils viennent de le trader. Est-ce qu'ils vont le garder? Bon, on verra peut-être les playoffs aussi, seront un révélateur important pour Dinwiddie aussi, les playoffs. Hein. Si Brunson fait de bons playoffs, c'est compliqué de lui filer moins que Dinwiddie, je trouve. Non, Je trouve. Du coup, ça peut être ça aussi, tout simplement, la barre, tu vois. Faudra voir, ouais, tout à fait. Faudra voir d'ailleurs si Tim Hardaway Jr., qui était dans les rumeurs de la trade deadline, parce qu'il venait d'être prolongé. S'il n'avait pas été blessé, sérieusement. lui, tu sais que. Ouais, bien sûr. Non, mais il faudra voir, notamment cet été, si Tim Hardaway Jr. fait le cut, parce que c'était une sorte de, comme tu disais, de gâchette titulaire indiscutable, tout va bien, let's go, puis ensuite qui a été un petit peu plus slidé en sortie de banc, qui prenait des passages en force et rentrait ses 3 points quand ça rentrait. Là, il y a une blessure. Faudra voir s'il est encore dans le projet dans quelques mois, parce que l'opération financière, tu l'as fait peut-être là-dessus, parce que Tim Hardaway Jr., il gagne combien? Il gagne une vingtaine, mais c'est dégressif. Ouais. J'ai les contrats sous les yeux, là. Donc à voir. Lui aussi, c'est pareil. Est-ce qu'il va revenir pour les playoffs, lui? Potentiellement. On sait pas trop. J'ai pas l'info exacte sous les yeux. Je vais regarder ça tout de suite. Lui, il peut leur servir. Hein. Ouais, bien sûr. Je regarde ça tout de suite. Juste C'est pendant des que tu mecs me parles tricky de... comme ça en playoff qui pourraient, s'il est pas tout à fait à fond, sortir du banc. Et bon, quand ça rentre pas, bah, tu lui donnes pas trop de minutes. Mais s'il commence à te mettre des tirs, bah, en fait, tu le laisses sur le terrain, quoi. Tu vois? Ouais. Parce que t'as des bons joueurs autour, t'as des Dinwiddie, t'as des Brunson qui peuvent lui lâcher des bons ballons, et t'as des intérieurs intelligents qui posent des bons écrans, et t'as des Josh Green qui bougent bien, et Finney Smith qui est dans son rôle. Enfin, tu vois, t'as plein d'options, vraiment. Moi je suis assez charmé par ces Mavs, je dois l'avouer. Pareil, surtout dans la modification d'identité. Juste, je complète parce que j'ai été chercher, Ouais. pardon. Pas énormément pas d'update en fait sur Tim Hardaway Jr. On n'a juste pas de timetable. Enfin, il n'y a pas d'agenda qui est annoncé en termes de retour. C'est Juste jamais qu'il a bon, été ça. opéré le 1er février et que donc c'était quand même une fracture dans son pied gauche. Donc on va pas se mentir, ça prend pas 2 semaines. C'est pas gagné. Oui, totalement séduit aussi. À voir comment est-ce que ça se traduit sur la fin de saison et sur les playoffs. Évidemment, on touche la tête, on veut pas mettre de curse sur les Mavs parce qu'on sait que derrière ils vont dire trash talk, complot, Ah bah là. tout ça, etc. Triangle, Illuminati. Mais bien le virage. Bien, moi, impressionné par le virage Nico Harrison, Jason Kidd. Alors celui-là, franchement, tu me l'aurais dit en septembre dans les previews. Ouais, moi j'aurais pas misé dessus, moi. Rien, c'est sûr. Ils ont été très très forts là-dessus. Et bien content d'avoir Luka à un niveau où on peut réduire la largeur de l'écran, comme on dit. Voilà. Du coup, évidemment, on vous attend dans les commentaires, que vous soyez fan des Mavs ou juste simple spectateur ou abonné de la chaîne YouTube de Trash Talk. Dites-nous ce que vous pensez de Dallas. Est-ce que vous pensez que ça peut être notamment l'espèce de bête à ne surtout pas croiser au premier tour, parce que ça va être l'équipe capable de faire un upset entre Luka et le pro. Il va y avoir un problème serbe et un problème slovène, je sens au premier tour des playoffs. Il y a un problème grec aussi à l'Est, il y a un problème camerounais aussi, il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes. Vive l'oncle Sam, comme on dit. Dans tous les cas, je vais vous faire des bisous et je te laisse, Alex, évidemment, avec le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est bientôt, il y aura peut-être 2 All-Stars aux Mavs. Mais qui sera le deuxième? Bravo à Jalen Brunson. Félicitations. C'est réussi. On fait des bisous et à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao. Des bisous, Ciao.